C'est parti. Attends. Allez, on parle des ailes de la gamme Gong avec les ailes avant, les stabs, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, les interactions entre les unes les autres, si vous pouvez tout mélanger, pas tout mélanger. Sur Facebook, je vous ai demandé d'aller poster des questions, je vais y répondre ensuite, mais d'abord je vais commencer par vous montrer chaque aile en détail. La Rise que vous connaissez, la Curve que vous connaissez, et la Veloce que vous connaissez. On va quand même revenir dessus. La Rise qui est épaisse, qui est faite pour fonctionner à basse vitesse, elle va accepter d'aller quasiment jusqu'à 20 nœuds, même un petit peu plus pour ceux qui tirent dessus, notamment en kite. Mais son job, c'est de fonctionner de 8-12 nœuds. C'est à peu près sa vitesse cible. On a ici quelque chose avec un bourrelet qui est très avancé, une forme globale, un outline qui est très compact. Donc cette aile est facile, elle ne va pas vous embarquer trop vite et elle va vous donner énormément de portance à basse vitesse. Ça, c'est le rôle de la Rise. Ensuite, j'ai dessiné cette aile qui est la crossover. Cette crossover, elle reprend globalement l'outline de la Rise. On voit que ce sont des outlines qui sont très proches. On a en revanche un petit peu plus d'anthrax avec le stab, c'est-à-dire que j'ai avancé l'aile sur le fuselage pour donner un petit peu plus de stabilité à haute vitesse, puisque la crossover, on va lui demander d'aller un peu plus dans la performance, tout en restant extrêmement accessible aux débutants. Donc, pour faire la différence entre les deux, on va dire que la Rise correspond parfaitement à quelqu'un qui n'a jamais fait de foil, qui veut découvrir le vol et qui veut pas se faire peur. La crossover, c'est un programme qui peut aussi être débutant, mais pour quelqu'un qui connaît un peu le foil, ou les pratiques de sport de glisse à un bon niveau, ou alors quelqu'un qui est sportif et qui a envie de rentrer dedans. Donc ça, c'est le programme de la crossover. On voit bien qu'elle est beaucoup plus fine en épaisseur. Le bourrelet, ici, il est un petit peu plus reculé que sur une Rise, et surtout beaucoup plus fin. Si je les mets l'une sur l'autre, on voit là qu'on est vraiment à un gros tiers plus fin. Au centre, là, tu peux regarder, je parle à Valentin qui filme avec moi, on voit bien que c'est beaucoup plus fin, alors que les outlines sont similaires. Voilà, les ailes pour entrer dans la pratique. Ensuite, vous avez la curve. La curve que vous connaissez aussi. La curve, elle va être encore plus fine que la crossover, sans être extrêmement fine. Le job de la curve, c'est de faire à peu près tout bien. C'est son boulot, elle glisse bien, elle accroche à basse vitesse, moins que les deux dont on vient de parler, mais elle accroche quand même très bien à basse vitesse. Donc elle ne vous fait pas de surprise à monter, décrocher un grand coup. C'est quelque chose, c'est une aile qu'on arrive à lancer très facilement. Elle est extrêmement maniable, d'où son nom, la curve. Et elle va être déclinée dans une palette de taille qui est énorme. Donc vous avez vraiment le choix d'aller l'adapter à tout ce que vous voulez, contrairement aux deux précédentes où il y a 4 tailles par modèle. Donc là, on a une infinité de tailles pour aller couvrir, on a 120 en plus grande envergure et on descend à 60 et quelque chose sur les petites, puisqu'on est même en train de bosser sur des plus petites vers les 63. Donc on a toutes les tailles sur ce modèle qui est le modèle phare, le modèle clé, dans les petites tailles pour une conduite qui est très rigolote en kite, avec en gros on se met dans un carré de 100 mètres sur 100 mètres et on essaie de faire un maximum de manœuvres, enfin moi ce que j'aime bien faire. Pour aller vite on prendra d'autres modèles, pour se balader on prendra d'autres modèles, là son job à elle c'est de mettre des courbes et d'enchaîner des manœuvres. Donc à peu près la même chose en wing, sauf qu'en wing on a une vitesse d'évolution, du fait du gréement qui est un petit peu moins performant qu'un kite, on a une vitesse d'évolution qui est moindre, donc on va se retrouver avec ici une aile dont le programme va être encore agrandi, puisque on va faire matcher cette vitesse qui est une vitesse moyenne. On peut les pousser, les curves, on les pousse jusqu'à 23, 25 nœuds. Vous nous demandez souvent les vitesses. Je voudrais quand même revenir sur un point, c'est que la vitesse, elle dépend plus du monsieur qui est en train de tirer dessus, ou de la dame, que du profil en lui-même. Pour exemple, quand on me parle de vitesse, un profil comme la Rise, je peux, derrière un bateau ou un jet ski, l'emmener à 35 nœuds.
Sauf qu'à partir de 20 nœuds, il va remonter au-dessus de l'eau, et à partir de 20 nœuds, je vais ricocher sur l'eau. Mais je peux vous assurer que je l'ai déjà fait, ça marche très bien. C'est un peu stressant, mais en 35 nœuds, c'est possible. Par contre, elle ne foile plus, elle ricoche sur l'eau. Donc on devient planant au lieu d'être foilant. Bref, c'est une aparté. Donc la curve, L centrale, qui consiste à tout faire sans défaut. Ça va relativement vite, ça tourne super bien, c'est très maniable, ça accroche à basse vitesse. C'est vraiment l'aile centrale de la gamme. J'ai, en parallèle de ça, l'année dernière, fait une Veloce, qui est ici, qui, pour le coup, est beaucoup plus fine. Alors là, elle est un petit peu plus grande que la curve, mais c'est beaucoup plus fin. Regarde le centre du profil. On est vraiment beaucoup plus fin. C'est celle que tu utilises souvent, Valentin, la Veloce. Et par rapport à une crossover ou par rapport à une Rise, bon ben voilà, on peut mettre 2 Veloce dans une Rise en épaisseur, hein, sans aucun problème. Donc le but de la Veloce que j'ai dessinée l'année dernière, c'est d'avoir une aile qui porte sans avoir de volume. C'est-à-dire qu'on va essayer de générer beaucoup de portance, tout en permettant beaucoup de vitesse. Donc ça, c'est le job de la Veloce de l'année dernière. Et du coup, elle a un outline qui est assez rectangulaire, puisque pour avoir de la portance, à un moment, il faut bien avoir de la surface. Donc la surface, on vient quand même la chercher ici, avec un rond qui est quasiment carré ici, quasiment rectangulaire. Donc. Et donc on a beaucoup de portance avec cette surface, mais on a aussi beaucoup de vitesse avec un profil très fin. On n'est pas sur des profils de kite, mais on est déjà très fin. On est beaucoup plus fin que sur des profils dont on vient de parler. Là, ça c'est la Veloce. Cette année, j'ai fait une Veloce T. Donc, la Veloce T, je vais ressortir l'autre, elle a les mêmes caractéristiques que la Veloce, sauf qu'en version T, donc pour tôle, je vais prendre la taille, donc la LT, je prends la L de la Veloce, je l'étire légèrement, et en plus de l'étirer, pour aller faire une aile intermédiaire entre la L et la XL Veloce, je vais aussi venir reshaper sa pointe pour générer moins de portance et du coup plus de contrôle dans le rail to rail et un petit peu plus de tenue à haute vitesse. Donc, si on résume, la Veloce de l'année dernière, j'essaye de faire peu de bruit pour vos oreilles. La Veloce de l'année dernière qui est ici, elle va, en gros, aller vite dans peu d'air. C'est son job. Elle a de la portance et de la vitesse. Alors que la Veloce de cette année, les gammes que je viens d'ajouter, la Veloce T, celle-ci, eh bien, elle va générer un peu moins de portance, mais plus de vitesse et plus de capacité à aller chercher de la vitesse beaucoup plus loin. Elle va aussi être beaucoup plus maniable dans les vagues, alors que celle-ci va être beaucoup plus intéressante sur du plat ou dans du clapot pour aller chercher de la perf, pas forcément pour mettre des turns, même si en surf elle marche très bien, mais elle marche bien plutôt dans une optique pumping que courbe très serrée. C'est pas ce qu'on lui demande. Globalement, une aile qui est faite pour faire des courbes très serrées, on va lui demander d'être très fine au niveau des pointes et d'avoir tout son volume, toute sa surface au niveau du centre de l'aile. Et c'est pour ça que j'ai dessiné la fluide qui vient clairement, ouais, il y a plein de poussière de chep, hein, on ne voudrait pas, elle vient clairement manger sur le territoire de la curve, où là, on retrouve un profil, un outline, pardon, avec beaucoup de surface au centre, peu de surface sur les tips, donc une aile qui va très bien basculer d'un rail à l'autre. Dès qu'on va appuyer d'un côté, elle va rentrer dans la courbe, alors qu'une aile comme la Veloce, qui a beaucoup de surface, quand je vais appuyer sur le côté, cette surface va réagir, elle va m'empêcher de rentrer très fort dans la courbe. Si j'appuie encore plus fort pour la forcer, elle risque même de caviter et de faire un truc un peu bizarre. Donc il faut prendre chaque aile dans son programme. La fluide, son job, c'est vraiment de venir amener de la performance pure et dure au programme de la curve. Pour arriver à ce compromis,
sur la fluide, j'ai fait plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai enlevé de l'épaisseur par rapport à une curve. Cette fluide est beaucoup plus grande, vous voyez, que la curve qui est en dessous, et pourtant elle est moins épaisse. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais elle est moins épaisse au centre. Elle est aussi plus élancée, un petit peu plus étirée. Et enfin, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a deux caractéristiques majeures sur la fluide. C'est que je lui ai quasiment supprimé toute sa cambrure, de manière à ce que quand vous venez sortir, la surface de l'eau est là, quand vous venez sortir la pointe de l'eau, vous avez l'autre pointe qui ne vient pas vous tirer vers le fond. Si je le fais avec une aile qui a de la cambrure comme la curve, ce sont des choix techniques. Hein. Sur la curve, on voit qu'il y a une cambrure. L'aile est courbée de cette manière-là, tout simplement parce que quand je vais prendre de l'angle, et ben du coup, ma tips qui est ici en haut, eh bien, elle va mettre plus de temps, ça va retarder le moment où elle va percer la surface. Donc cette cambrure, elle me sert simplement à éviter les ennuis, mais une fois que j'ai percé la surface, eh bien l'autre tips qui est ici, elle a une force qui me tire par là. Et ce qui fait que au moment où je sors de l'eau, non seulement cette partie en haut, elle ne me porte plus, donc j'ai plus que, je ne sais pas, 1/3 ou 2/3 de mon profil qui me porte, donc un déséquilibre. Et en plus, je me fais tirer un coup sec comme ça. Donc c'est pas flagrant parce que souvent, pour beaucoup, ça signifie une chute, mais quand on fait ça de manière contrôlée dans les surfs pour snapper, pour aller chercher de l'angle, pour mettre du spray même, ce que peut faire Malo ou ce que peut faire Beryl, d'aller chercher à mettre du spray pour vraiment aller dans des perfs surf, du coup, avec une curve, c'est faisable, mais c'est moins confortable, parce qu'on a ce petit coup là du truc qui vous tire vers le fond. Et ce qui fait que la curve est plus adaptée à quelqu'un qui a un niveau intermédiaire et qui va vouloir se protéger des ventilations. Ce qu'on appelle les ventilations, c'est l'eau est ici, s'en rapprocher le plus tard possible de la surface. Donc, c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce que j'ai fait en tout cas sur la fluide. Sur la fluide, j'ai fait quelque chose où du coup, comme on est plat, eh bien, je n'ai pas cette traction-là. Donc quand je sors de l'eau, je n'ai qu'à gérer le manque de portance de ce qui est sorti de l'eau, et j'ai pu à m'embêter à venir compenser ce truc qui me rabat un grand coup. Donc ça, c'est un point qui est très important sur la fluide. C'est aussi valable quand on est en surface très à plat. C'est ce qu'on rencontre souvent en downwind. On a, pour des raisons un peu particulières, quand on a tout ça qui est très 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 proche de l'eau, on entend des glouglous là, c'est qu'il n'y a plus grand chose par-dessus, qu'on est plutôt en train de s'amuser avec le dessous qu'avec le dessus. Quand on a un profil qui est très cambré, si jamais ça décroche, ça met beaucoup de temps à raccrocher. On a les pointes qui viennent reprendre, quand on est cambré, les pointes viennent reprendre de l'eau propre, on va dire, sans bubule, un petit poil plus tard, et on voit bien que quand on décroche en position haute, on raccroche beaucoup plus tard. Alors qu'avec un profil qui est plat, c'est plus exigeant, mais parce qu'il va décrocher intégralement d'un coup, en revanche, il va raccrocher intégralement d'un coup, et il va le faire beaucoup plus nettement. Donc voilà, la cambrure, c'est ce qui démarque la fluide de la curve. L'épaisseur, oui, mais c'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la cambrure. Ensuite, deuxième point déterminant entre la curve et la fluide, c'est le creux qu'on va trouver dans cette portion-là du profil. Sur une curve, ici, je suis quasiment bombé. Donc j'ai un profil ici qui est très rapide, qui est fait pour aller vite, parce que j'ai un petit peu plus d'épaisseur que sur ma fluide. Donc pour pas avoir un profil lent, j'accepte de perdre un petit peu de portance en faisant un intrado qui est plus rapide. Voilà. Sur la fluide, je vais avoir moins d'épaisseur, donc moins de portance, et globalement moins de surface à taille égale que sur une curve. Donc du coup, pour pas te perdre sur tous les registres, et conserver une aile qui a beaucoup de polyvalence, j'ai ajouté ce creux, cette cambrure ici. Si je prends un réglet, ça va se voir assez facilement.
je pense. On reste dans l'ordre du millimètre, hein. Mais on voit que là, j'ai un creux. Hop, je vais essayer de le montrer avec mon doigt. Ici, j'ai du creux. Par là, là. Je sais pas si tu le vois avec la lumière, on voit une ombre. Ce creux, typiquement, un peu l'effet petite cuillère, ce creux-là qui est là, il vient attraper de l'eau. Il vient choper de l'eau, et du coup, il me pousse le profil vers le haut. Ça me permet, quand je dessine ce profil, d'avoir quelque chose qui soit à la fois très élancé, très fin, et en même temps puissant. Donc j'ai un truc maniable, puisque j'ai des types fines, un mètre beau qui est très ramassé, une surface qui est très ramassée autour du mètre beau, pardon. Et donc, mon aile, elle fait facilement ça. Elle est fine, donc elle va facilement très vite. Et comme elle a ce petit creux en dessous, eh bien, hop, elle monte et elle vient vraiment me porter, même à très basse vitesse. Donc du coup, la différence entre la fluide et la curve se situe dans votre niveau. Si vous avez le niveau pour une fluide, vous pouvez passer sur une fluide sans hésiter, que ce soit en surfoil, en wing ou en kite, parce que globalement, on va leur demander de faire la même chose. Elles vont juste le faire de manière différente, un petit peu comme la crossover et la rise. Elles vont s'adresser à des programmes identiques, mais pour des personnes différentes ou des envies différentes dans ce programme. Là, le programme, c'est tout faire bien. Dans la crossover et la rise, le programme, c'était débuter sans stresser, sans se faire peur, avec quelque chose d'hyper facile. Et dans le programme des Veloce, on est dans quelque chose qui consiste à aller le plus vite possible. La Veloce classique en ayant beaucoup de portance, et la Veloce T en ayant beaucoup de maniabilité. Voilà, et un petit peu plus de Vmax. Je vais revenir après à vos questions, mais là je voulais faire un petit éclaircissement sur la gamme, le rôle de chacune dans la gamme. On a aussi des ailes de kite pures qui vont faire la moitié de l'épaisseur d'une aile comme une curve par exemple. Là on le voit au centre, c'est vraiment super fin. C'est utilisable en wing aussi. Beryl vient de gagner la compète là, à Cordouan. Il a fait au moins 50 bandes par jour avec ça. Moi je suis incapable de voler avec ça, très clairement, en wing. En kite je l'adore, en wing je suis avec mes 100 kg, c'est la galère. Dans 40 nœuds peut-être, je me suis même pas amusé à essayer. Lui il y arrive très bien, et ça me suffit moi pour avoir mes retours de test. Et l'avantage d'une aile comme ça, quand vous allez l'utiliser en wing, en kite on connaît tous les avantages de ce genre d'aile, ça fait déjà 10 ans qu'on est tous là-dessus, mais en wing on va avoir quelque chose qui va accepter des Vmax 5, 8 nœuds supérieurs à quelque chose comme une fluide ou même une Veloce T. Alors que pourtant, les profils sont vraiment performants sur une Veloce T, mais on voit bien qu'il y a une énorme différence entre les deux. Entre les deux, il n'y a pas match. Et bon, je compare une LT avec une 65, qui est assez grande. On voit bien qu'en termes de surface aussi, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut à peu près 5-10 nœuds de plus pour voler avec ça, qu'avec ça. Mais 5-10 nœuds de plus, pas pour tout le monde non plus. Moi, je connais que Beryl et Malo qui arrivent à voler avec ça efficacement, et enfin, c'est pas toujours une partie de plaisir. Par contre, quand ça va vite, ça va vraiment vite. Et là, ça devient sympa parce qu'ils arrivent à générer tellement de vent apparent que la wing ne génère presque plus de traction latérale. Et c'est vraiment performant. Ça va vraiment de l'avant, en fait. Hop, je range ça. Pardon pour le bruit. Je vais remettre ça de côté et on va passer au stab. Sur les stabs. Ça va, Valentin, tu fatigues des bras? Sur les stabs. Je les ai remis dans l'ordre. Alors, il y a des questions sur rise, crossover, curve, fluide, Veloce et fast. Le rise, c'est celui qu'on appelait surf auparavant. C'est un stab qui a été dessiné pour être le plus polyvalent possible. Pas pour être le plus rapide, pas pour être le plus facile, pas pour être le plus radical. Par contre, pour tout faire vraiment bien. Donc pour ça, on a un profil qui est assez épais. C'est le plus épais de la gamme.
Il est aussi très avancé, puisque la corde max est ici. Donc si je prends un veloce par exemple, et que je le mets à côté, un veloce, la corde max, elle est au tiers, elle n'est pas au dixième. Là on est au dixième quasiment, au huitième, là on est au tiers. Et sur un fluide, ou un fast, on est proche de la moitié, on est très très reculé. Donc, pourquoi faire du surf, du modèle surf, le modèle rise? Tout simplement parce que c'est un profil qui accroche à basse vitesse, qui vous lift à basse vitesse, et il a un avantage considérable, c'est que c'est le moins dangereux de la gamme. Donc c'est le moins coupant, c'est le moins contondant. Vous avez toujours, sur nos stabs, vous avez toujours un bord plat ici. Vous pouvez même arrondir légèrement la petite pointe qui est ici, qui est pas très dangereuse. Mais on a toujours ce bord plat avec un petit peu d'épaisseur. Et sur le bord de fuite, si vous regardez, on conserve une épaisseur qui est de l'ordre, qui est inférieure à 2 mm, évidemment. Cette épaisseur, moi, me semble très importante pour éviter les drames et les coupures dans les pieds quand on patauge au départ. C'est quand même... Enfin, vous faites ce sport, c'est pas pour vous blesser, c'est encore moins pour vous blesser connement et vous couper un ligament sur une pointe d'aile ou quelque chose. Donc nous, on fait nos stabs comme ça, libre à vous de les affûter, moi je le recommande pas. Sur le rise, c'est pas affûté du tout, sur des profils très pointus comme le fast qu'on a ici, on les affûte un peu, on a toujours une facette, c'est plus affûté, c'est plus aiguisé, parce que ça c'est fait pour marcher à plus de 30 nœuds en kite. On peut pas se satisfaire d'un profil avec un bord de fuite épais sur quelque chose qui va à 30 nœuds, mais sur quelque chose qui là est fait pour aller à 12 nœuds, très franchement, affûter ça, je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est chercher les ennuis. Après les points de suture, c'est pas compliqué à faire, hein, mais bon, si on peut les éviter, c'est mieux, de mon point de vue. On a en complément du rise qui existe dans 3 tailles, dont une taille massive qui est la 55, qui est le stabilisateur facilitant par excellence. On a développé le crossover. Il a un intérêt et une particularité, le crossover, c'est qu'il a le profil remonte comme ça à 90 degrés. Donc si je le mets par rapport à un rise, on voit deux choses. Un, le profil remonte ici. Donc ça veut dire que mon stabilisateur, il me stabilise sur cet axe-là, mais aussi, il va me stabiliser comme ceci. Donc, je vais avoir quelque chose avec le crossover qui va être beaucoup plus axé, et l'intérêt du crossover, c'est comme il est beaucoup plus tenu dans l'axe, on va pouvoir bourriner dessus, et on va pouvoir lui appuyer dessus, on va pouvoir vraiment rentrer dans les courbes, ça va pas se débiner et se mettre de travers. Ce qui peut quand même arriver avec le rise, sauf que vous voyez bien qu'il y a une différence de dangerosité entre le rise qui est ici et le crossover qui est là. Ces pointes-là sont plus agressives, même si on fait tout pour qu'elles ne le soient pas, elles sont plus agressives que celles-ci. Donc, le rise, il est vraiment fait pour les débutants, ceux qui n'ont jamais fait de foil, ceux qui veulent appréhender ce sport sans se mettre en danger. Pour ceux qui veulent plus de perf, plus de contrôle, eh bien, j'ai fait le crossover. Et le crossover, donc on parlait des tips qui sont relevés ici à 90 degrés pour éviter que le stab bouge sur cet axe-là. J'ai aussi allongé le fuselage. Donc il est très profilé à l'arrière, ça ne génère pas plus de traînée. En revanche, si je place les vis au même endroit, on voit que le crossover est beaucoup plus reculé que le rise. Ça veut dire que plus j'ai d'anthrax entre mon aile avant et mon profil de stabilisateur, plus j'ai quelque chose, plus ma sinusoïde, plus mes erreurs vont être gommées. Plus je vais avoir quelque chose qui va être calme, et quand je vais appuyer un peu fort derrière, ça ne va pas monter d'un coup. Ça veut aussi dire que plus j'ai quelque chose de stabilisé, plus j'ai de difficulté à le corriger, plus j'ai de difficulté à être maniable, plus mes rayons de courbe sont importants. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc là, le job du crossover, c'est de caler les choses. C'est vraiment de poser les choses et que vous puissiez
bosser vos manœuvres hyper proprement, mettre des appuis et pas être sans arrêt sur des œufs à vous demander s'il faut vous appuyer plus ici, plus là. C'est le job du crossover de faire ça à votre place, de tout calmer. Ensuite, sur le curve, qui est un nouveau stable lui aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des oreilles. Ici, les tips sont à 45 degrés. Donc, 90 degrés, 45 degrés ici. Ça veut dire que avec le curve, on conserve du contrôle dans cet axe-là, en plus du contrôle traditionnel du stable dans cet axe-là. Donc on a un stable qui est très facile. Il est quand même beaucoup plus dédié à la performance que le crossover, parce que il a moins d'entraxe. Le crossover par rapport à un rise, hop là, c'est comme ça que ça marche. Alors, le rise a beaucoup de surface, donc on n'est pas obligé de reculer forcément cette grande surface très loin derrière l'aile avant, c'est de toute façon très stable. Le crossover, il a beaucoup moins de surface que le rise, donc je l'ai reculé franchement, il l'a reculé de 5 cm, ce qui est énorme. Du coup, avec le crossover, vous êtes super stable, tout est hyper calme, vous pouvez y aller franco, ça va pas être du rodéo, c'est facile. Avec le curve, on retourne vers quelque chose qui est plus performant. Donc là, on est reculé de 2,5. 5, 0, 5, 2,5. Là, on a un profil sur le curve qui est beaucoup plus fin. On voit qu'on est beaucoup moins épais. On a un profil, vous voyez, par rapport, si je le compare à un rise, je ne sais pas si tu vas réussir à montrer ça, Valentin, mais si je le compare à un rise ici, on voit que là, il y a un bourrelet, je ne sais pas, on essaie de zoomer dessus, on a un bourrelet ici qui est très très formé, très avancé, alors que sur le curve, on est beaucoup plus plat. Ici, on voit bien que l'épaisseur maxi, elle est là. Elle n'est pas là, comme sur le rise. Sur le rise, elle est très très avancée là. Sur le curve, elle est très reculée, enfin, plus reculée. Et elle est surtout moins épaisse ici. Donc on va avoir moins de tolérance à basse vitesse. On peut caviter à basse vitesse. Mais en revanche, on peut accepter des 20-25 nœuds sans aucun souci. C'est très très vrai en kite. On peut vraiment lui pousser dessus, c'est assez impressionnant. Et on s'aperçoit d'ailleurs que un stab, théoriquement, avec un profil qui est plus lent qu'un fast, bah, finalement, vu que celui-là il est hyper facile, qu'on peut lui pousser dedans un bloc, bah, finalement on va quasiment plus vite. Donc c'est pas si simple que ça. La stabilité, le contrôle font partie de la performance. Sur le curve, on a aussi un fondu du fuselage dans le profil que moi je trouve vraiment super joli. C'est un peu pris la tête à faire ça quand même, à le tester, à le mettre au point, à faire des jolis congés. Tout ça c'est super propre, quoi. Ça se termine, tiens, ne bouge pas, je vais te montrer. Hop, voilà, on voit bien que l'eau là-dessus, ça file sans aucune difficulté, hein. Donc c'est vraiment joli. On est beaucoup plus sur quelque chose orienté performance. Et on a du coup un stabilisateur qui est le plus polyvalent de la gamme, le plus passe-partout. Ça va être utilisé en transition entre un débutant, un niveau débutant et un niveau perf. Mais un perf peut aussi beaucoup s'amuser avec ça. Notamment s'il souhaite générer de la portance sans avoir trop de traînée, il peut aussi, quelqu'un qui est orienté perf peut s'orienter sur la taille qui est en dessous. Parce que nous on décline tout dans plusieurs tailles, on peut aussi choisir, au lieu de prendre le 46, on prend le 43, et là on obtient vachement de perf. Voilà pour le curve. Rise, crossover et curve. Ensuite, on a le fluide. Le fluide, lui, son boulot, comme son nom l'indique, c'est de se faire oublier, d'être le plus fluide possible, d'être le plus discret possible. Pardon pour les traces de doigts. Du coup, profil ultra fin. On voit bien là entre mes mains que c'est super fin. Si je prends le rise pour comparer, là on voit bien la différence, hein. C'est clair, net et précis, je pense.
Euh, donc le rôle du stabilisateur fluide, c'est de gommer ça sans vous tirer comme ça. Je ne sais pas si je peux être plus clair, mais c'est d'avoir le moins de traînée possible, tout en étant en remplissant son rôle de stabilisateur. Ce que j'ai fait avec ce profil, c'est que je l'ai monté au-dessus du fuselage. On voit que là, on est au-dessus, alors qu'ici, on est au milieu. Je l'ai monté au-dessus du fuselage pour qu'il soit moins dans la perturbation de l'aile avant. Donc, on récupère quand même de l'eau assez propre ici. Et donc, une efficacité optimisée pour un profil qui est fin. Si en plus, on est dans beaucoup de perturbations, ça complique un peu le jeu. Et on récupère aussi, avec ce fuselage profilé, on récupère du drive en latéral. On verrouille un petit peu cet axe-là aussi. Enfin, exactement comme pour l'aile avant, on a un profil qui est plat, qui vise à soit j'accroche, soit je décroche. Mais dans tous les cas, les actions sont franches et les retours d'information sont francs. Donc je peux vraiment piloter mon foil au quart de seconde, quoi, au réflexe. On a quelque chose qui n'est pas surprenant. J'y suis plus, j'y suis plus. C'est moi qui commande. En mettant des impulsions dans les jambes, c'est moi qui décide. Quand j'accroche, quand je décroche. Je subis pas. Là, sur les autres modèles, on a des foils qui vont plutôt faire le boulot, des stabs, pardon, qui vont plutôt faire le boulot à votre place. Sur celui-ci, un petit point qui les sépare, le fluide et le curve, puisque ce sont deux foils sur les ailes avant, en tout cas, qui sont très proches, donc les stabs, on peut les comparer. On voit que la cambrure est très différente. Sur le curve, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abaissé ce point-là par rapport au point central. Donc j'ai abaissé ce point pour que la tips ici ne vienne pas ventiler, pas percer l'eau toutes les 5 minutes, à chaque fois qu'on est un peu en train de finir une courbe, là, qu'on n'ait pas ce morceau-là qui sort de l'eau. Donc je l'ai rabaissé, j'ai rabaissé ce point-là. C'est discret à l'œil, mais pourtant on gagne un bon centimètre. Donc on est beaucoup plus bas. Et je l'ai aussi rabaissé par ce point-là. Encore une fois, pour pas que ça ventile sans arrêt. Sur le fluide, c'est pas ça que j'ai recherché. Moi, ce que j'ai recherché, c'est de la performance, donc de la glisse. Il y a, comme sur l'aile avant, beaucoup moins donc la surface au centre et beaucoup moins de surface sur les tips, tout simplement pour que je puisse, dès que j'appuie d'un côté, bah là, j'ai pas de résistance. Donc du coup, j'ai un foil qui est hyper maniable, qui accepte de décrocher, accrocher sans arrêt, qui fait tout ce que je lui demande. La seule condition, c'est de savoir lui demander les choses gentiment, parce que sinon, bah, ça peut être, en fait, se retrouver à avoir des surprises qui sont pas très rigolotes quand on n'a pas le niveau pour le piloter. Donc là, on monte en niveau. Le Veloce que vous connaissez, lui, son boulot, c'est de marcher avec l'aile avant Veloce, et du coup, de générer le minimum de traînée avec le maximum de portance. Donc, entre un Veloce et un fluide, je pense que vous ne le verrez pas, mais j'ai une différence d'angle ici d'1/2 degré. Donc j'ai un foil qui est plus cabreur avec le Veloce. J'ai un peu plus de portance aussi, donc il va avoir tendance à me remonter le foil beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. Alors que le fluide, lui, il va me laisser le foil glisser. Ça va vraiment glisser tout seul. Et c'est plutôt moi qui vais devoir lui dire ce qu'il doit faire. Sur le Veloce, lui, il va monter en permanence et je vais sans arrêt être obligé de lui dire reste dans l'eau. Mais la résultante des deux, c'est que je vais plus vite. C'est que j'avance et c'est que j'en ai dans les mains, quoi. Et dans les pattes. Le boulot du Veloce, c'est donc d'offrir le meilleur compromis entre une glisse et une portance. Ce n'est pas d'atteindre la Vmax. La Vmax, c'est avec lui. Ou éventuellement avec lui. Il marche très bien en Vmax. Donc sur le Veloce, j'ai un profil pareil qui est très très fin. On le voit là. Par rapport à un fluide qui est super fin qu'on voit ici aussi. Mais si je compare les deux, eh ben, on va le mettre comme ça. On voit que sur le bourrelet est un petit peu plus prononcé sur le Veloce. On voit que lui, il a envie de bosser déjà dès les bases vitesses. Et c'est assez vrai sur les tips. Comme si tu vas sur les tips, on voit que comme on a moins de mètres beaux sur les tips, ben on a sur la fluide ici, on a moins de mètres beaux, on est beaucoup plus fin, donc il se fait oublier.
Juste, il me calme les montées-descentes, mais c'est tout. Il me lifte pas le foil, il génère beaucoup moins de portance. Donc, il est plus contrôlable, donc il est plus maniable. Et le Veloce, lui, à l'inverse, comme on garde un petit peu de largeur ici, on se retrouve avec quelque chose qui est plus puissant et qui est plus à me renvoyer de l'énergie, à me permettre de passer les molles, de décoller plus tôt et de pousser dans la jambe avant pour accélérer, pour rendre au foil l'énergie du gréement. Ensuite, on va vers le dernier stab qui s'appelle le fast. Le fast, des petites marques, des petites traces. Le fast, comme son nom l'indique, voilà, son boulot, c'est d'aller vite. Donc pareil, super fin. Là, on voit vraiment qu'il y a zéro bourrelet à l'avant. On est sur un profil qui est bombé aussi sur l'intrado. Quelque chose qui est très neutre, très rapide. Souvent, on dit que quand on est réglé avec un curve ou avec un rise ou avec un crossover, quand on a le foil qui est réglé avec ce genre de stab, quand on passe sur un fluide ou sur un fast, on est obligé d'avancer le foil de 3 à 5 cm quasiment pour obtenir la même sensation de portance et le même équilibre entre les pattes. Donc on est obligé de vachement les avancer tout simplement parce que eux, ils ne font pas ça. Ils ne vous lèvent pas le foil. Voilà. Eux, juste ce qu'ils font, c'est ça. C'est aller vite, en avant, tout droit. Le Veloce, du coup, serait plus à rapprocher de la portance d'un curve. Si je dois les mettre par portance, je vais les mettre dans cet ordre-là. J'espère avoir fait un petit peu le tour de toutes vos questions. On en parlait tout à l'heure, mais celui-ci est beaucoup plus affûté. Donc méfiance. J'aime pas trop faire ça, mais là, vu les vitesses qu'on ambitionne d'atteindre, de faire atteindre à nos clients, ce qu'on veut, c'est que ça aille vite. Donc il faut un moment pour aller vite, il faut être fin. Ça concerne assez peu de gens. Donc, mais méfiance quand même. Je vais essayer de répondre à vos questions, même si je pense que là, avec ce que je viens de raconter, eh bien du coup, on a fait pas mal le tour. Alors, 20 questions, si je les prends dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Rien, un paquet. Comparatif entre fluide et Veloce pour une pratique saut et vague en wingfoil. C'est juste pas le même bonhomme pour moi. Veloce, c'est saut et vague. Si on parle de Veloce en wingfoil pour saut et vague, on parle forcément d'une Veloce T, parce que c'est celle qui va avoir du right to rail. Et à ce moment-là, on peut la comparer à une fluide. Mais si on parle de saut et de vague en wing, pour moi, c'est la fluide. Si on parle d'aller faire race, downwind énervé, beaucoup plus de vitesse moyenne, en fait. Moi, j'aime bien tout ramener à la vitesse moyenne, parce qu'on est tous capables d'aller vite sur 20 mètres. On est tous capables d'aller lentement. Mais la vitesse moyenne, quand vous regardez les mecs qui sont en train de naviguer sur un plan d'eau, c'est la vitesse moyenne qui trahit le niveau des gens. Il n'y a pas d'autre règle que ça, à mon sens. C'est comme quand on regarde le vent, on le regarde pas au vent, on le regarde sous le vent. Eh bien, quand on veut regarder le niveau des gens et se faire un avis rapidement sur ce qu'il y a sur l'eau, on regarde la vitesse moyenne. Un mec qui va tout le temps vite, c'est forcément quelqu'un qui tartine. Donc, la Veloce, c'est fait pour aller tout le temps vite. La fluide, elle est faite pour ce que tu demandes, c'est-à-dire saut, vague, ça veut dire j'arrête, je recommence, je tombe, je redémarre, je repars. C'est clairement la fluide. À moins d'être champion du monde, c'est la fluide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Association, aile et stab, type de planche. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des planches, on fera ça une autre fois sur les planches. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les planches, puis elles prennent un peu de place dans la salle si je veux les empiler et vous les montrer. Alors, les essais de matos, on va oublier. Hein, voilà, on fait pas la caravane du Tour de France. Ça, on fait pas. Désolé. Ce qu'on fait en revanche, c'est qu'on fait des bons produits, on essaie de vous les vendre pas trop cher et de vous les expliquer pour que vous soyez contents. Association, aile et stab. Vous pouvez tout mélanger. Donc avec ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez mixer une rise, un stab rise avec une Veloce.
Bon, là, on est d'accord que ça va pas être terrible, parce que l'un s'oppose à l'autre. En revanche, quand on est sur fluid curve, et ben là, fluid curve, qu'est-ce qu'on peut mettre comme stab? Ben, on n'est pas obligé de mettre le stab du même nom que l'aile avant, même si moi je les ai dessinés comme ça. Vous pouvez très bien, ce que j'utilise le plus en ce moment, c'est une curve et un stab fluide. Parce que la curve, elle va un peu moins vite qu'une fluide, mais en lui mettant un stab qui lui est plus discret, plus rapide, bah, je rends ma curve beaucoup plus vivante, beaucoup plus sympa. Mon foil est moins présent, je l'ai moins sans arrêt en train de me balancer des infos, donc je suis plus à me concentrer sur autre chose, et il se fait un peu oublier. Donc ça, c'est quand je mets un stab fluide sur une curve. Si je mets l'inverse, si je mets une aile avant fluide, qui est rapide, qui est énervée, qui est racée, qui va accepter de sortir de l'eau, re-rentrer dans l'eau, couper les courbes, accrocher, décrocher. Si je lui mets un stab fluide, bah, j'ai ça en plus. Si je lui mets un stab curve, je ralentis toutes ces velléités, entre guillemets. Je vais la dompter un petit peu plus, la calmer un petit peu plus, border un peu son programme, la remettre un peu dans quelque chose que je vais contrôler. Donc ça va être l'analyse, c'est j'ai des programmes pour mes ailes avant, j'ai des programmes pour mes stabs. Tout ça, normalement, c'est assez clair. Chacun fait son boulot et l'un va venir s'opposer à l'autre ou compléter l'autre ou aller dans le sens de l'autre. À vous de voir si vous avez besoin, dans la répartition de vos appuis, dans la fougue de votre foil. On oublie souvent, quand on parle de stab, on oublie un truc bien souvent, c'est que les stabs, ils vous stabilisent, donc ils gomment ce mouvement, celui-ci là. Voilà, ils viennent stabiliser votre foil, mais ils ont aussi un job qui est de venir, comment dirais-je, de venir définir le rayon de votre courbe. C'est-à-dire que si j'ai je prends une petite aile pour que ce soit plus facile à vous montrer. Si j'ai un foil qui est grand comme ça, et bien du coup, je vais pouvoir monter et descendre très facilement. Voilà, le rôle de mon stab sera diminué, entre guillemets. Il aura toujours autant de traînée, il n'ira pas plus vite. Par contre, je serai hyper maniable et beaucoup moins stable. Si je le mets comme en planche à voile à 1 mètre derrière, là, je me retrouve avec quelque chose qui est très très stable. Je ne perde pas vos commentaires. Quelque chose qui est hyper stable. La stabilité sur cet axe-là, d'accord, c'est aussi la stabilité. Une fois que je le mets dans une courbe, c'est aussi mon rayon de courbe, donc ma maniabilité, donc ma radicalité. Donc, dans cet axe-là, on va dire que c'est de la nervosité, mais finalement, dès que je penche mon mât, dès que je mets des appuis dans une courbe, eh ben, ce couple entre les deux là fait que j'ai plus ou moins de maniabilité. Donc si je mets un stab qui est très calé, qui me stabilise beaucoup, oui, je suis beaucoup plus stable comme ça, mais je suis aussi beaucoup moins manœuvrant. Mes rayons de courbe sont très longs, je navigue à la papille, tranquillou bilou, ce qui est très bien, mais il faut juste le savoir. Si c'est ce que vous voulez, très bien. Si c'est pas ce que vous voulez, à ce moment-là, il faut un stab qui se fasse oublier. Et idéalement, pour raccourcir les courbes, celui qui les raccourcit le mieux, c'est le veloce, parce qu'à la fois, il est fin et il se fait oublier, et en même temps, il a beaucoup d'angles. Donc du coup, je réduis mon virage. Mon virage est beaucoup plus court. Il va être moins stable, mais sur de l'angle, il tourne plus court. C'est la même chose. On parle du même phénomène. Et un autre point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les ailes avant, c'est que si vous avez un stab, je vais prendre 2 stabs. Si vous avez un stab, je vais prendre celui-là et celui-là. Si vous avez un fluide qui est très fin ici et très large ici, si vous avez un fast qui lui fait quasiment la même largeur tout du long, sur toute la longueur, il a la même corde quasiment, on va avoir avec le fluide quelque chose qui bascule comme ça très facilement, alors qu'avec celui-ci, ça va être plus compliqué de le faire basculer. Il va être
plus lent dans la réactivité. Donc en choisissant des choses, des stabs qui portent plus ou moins, là on parle de sauts et de vagues euh, et d'associations. En prenant quelque chose qui porte plus ou moins, bah, je réduis ou j'allonge mon rayon de courbe, et en prenant un outline plus ou moins pincé vers les oreilles, bah, plus il est pincé, plus je rentre facilement dans la courbe, et plus j'en sors facilement. Plus il est rectangulaire, on va dire, plus mon outline est rectangulaire, plus je vais avoir de difficultés à le faire rentrer dans la courbe. En revanche, quand il va y être, il va y rester. C'est ce qu'on retrouve sur la Veloce de l'année dernière, en aile avant. On a une aile qui est hyper stable. Si je la mets comme ça, elle reste comme ça. Si je la mets comme ça, elle reste comme ça. Et pour en sortir, il faut appuyer franchement, et hop, d'un coup, elle vient. Alors qu'un profil comme celui-ci, comme la fluide, il va sans arrêt balloter d'un côté à l'autre, et ce sera à vous de lui dire « Stop, on s'arrête là, on se remet cet angle-là, on remet celui-ci ». C'est un pilotage qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus rigolo. Que des choses assez axées comme les profils rectangulaires, comme celui-ci avec le crossover. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des gens qui aiment les vidéos. Ça tombe bien, parce que j'en fais 2 par an, donc comme ça je me fais désirer. Pour les débutants, quelles sont les bonnes pratiques pour prendre du plaisir rapidement en termes de choix de matériel et de méthode d'apprentissage? La bonne pratique, c'est de s'amuser. Il n'y a pas 50 000 bonnes pratiques. C'est ça la seule, en fait. Parce que si vous amusez, vous multipliez le nombre d'heures, le nombre de minutes dans l'eau. Vous abordez les choses avec plaisir. Donc, positivement, toutes les boîtes ne sont pas des problèmes, ce sont des moments rigolos. C'est ça, il faut multiplier le temps dans l'eau. Après, il est évident que derrière un bateau, on apprend le foil en quelques minutes. Sous une wing, en quelques heures, entre 3 et 15 heures, on apprend à voler. Avec un kite, c'est un peu plus compliqué parce que le kite est en lui-même compliqué à gérer. En planche à voile, c'est super facile. En surfoil, c'est une bonne tannée. Et en subfoil, c'est relativement facile, à condition d'avoir les bonnes vagues. Généralement, les gens vont dans des vagues beaucoup trop grosses et ils font des bêtises. Voilà, quelle approche va faciliter l'entrée dans le monde du foil? Voilà, je pense que effectivement, tu te paraphrases, Christophe, mais que c'est ça, faut se faire plaisir. Faut bouffer des heures et des heures et des heures. Si on vous dit qu'entre 3 et 15 heures, vous allez voler en wing, il ne faut pas se décourager au bout de 4 heures. C'est entre 3 et 15. Tout le monde y arrive et ça marche. Donc, 15 heures, ça veut dire peut-être 15 jours de pratique. Donc, 15 jours, vous avez 15 week-ends, il y a du vent un week-end sur 2. Ça fait la moitié de l'année. Voilà. Mais c'est pas choquant, c'est pas une mauvaise chose. Il faut du temps, ça reste des sports extrêmes. Souvenez-vous quand même d'un truc, c'est qu'on parle ici de sport extrême depuis 30, 40, presque 50 ans même. Et on vient ajouter là-dessous un foil. Donc le surf, la planche à voile, le kite, tout ça, qui sont des sports qui sont nés dans les 30, 40, 50 dernières années. Tout ça, on vient ajouter encore une complexité et de la radicalité avec un foil. Donc, débuter en 3, 10 heures, ça va, c'est juste fou, en fait. C'est incroyable que l'être humain arrive à gérer un équilibre pareil, dans des conditions aussi variables, sur un plan d'eau aussi mouvementé. Enfin, moi, je trouve ça vraiment dingue. Qu'il n'y ait pas juste 3 personnes dans le monde qui arrivent à le faire, pour moi, c'est déjà une prouesse extraordinaire. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut faire ça. Ça prend un petit peu de temps. Pour moi, la clé, c'est pas le matos. Je vous ai expliqué le matos qui marche bien, ce qui est facile quand on débute. Ce qui fait la différence, c'est le nombre d'heures et le plaisir qu'on y trouve. Manta, comment je fais pour avoir le niveau et le style de Malo et Beryl? Je réponds. C'est simple, hein, il y en a... Enfin, moi, je connais personne qui ait plus envie d'aller sur l'eau que eux. Donc voilà, Beryl vient de sortir de l'atelier, il va partir naviguer 3, 4, 5 heures. Il n'y a personne qui navigue autant qu'eux. Donc voilà. Ils naviguent, quand ils naviguent pas, ils naviguent sur les réseaux pour voir ce que font les autres. Ils passent leur vie à tout scruter en long, en large, en travers. Encore une fois, c'est l'envie, c'est le plaisir, c'est le fait d'aller sur l'eau qui fait qu'on progresse. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de truc particulier. Pour être vraiment fort, on peut faire du trampoline, on peut faire de la course à pied, et ils font tout ça. Mais la vraie ruse, c'est d'avoir vraiment envie d'y aller. C'est ça la vraie ruse. C'est que toutes les journées sont des bonnes journées. Il faut réussir à avoir ça en tête. Même si c'est nul, c'est bien. Voilà. Il faut trouver
la façon de faire en sorte que ce soit bien. C'est ça, hein, notre job chez Gong, c'est de vous garantir. Je dis souvent aux gens qui viennent au magasin ici, c'est que notre boulot, c'est de faire en sorte que 2 heures ce week-end, vous vous éclatiez. Quelles que soient les conditions, quel que soit l'endroit où vous habitez, quel que soit votre budget, ce week-end, vous allez vous régaler pendant 2 heures. Voilà, moi c'est ça que je vends. Je vends du sourire, je vends du plaisir. Qu'il y en ait qui soient champion du monde, champion de vie, super, c'est génial. Mais pour moi, un bon champion, un beau champion, c'est un mec qui a le smile, c'est un mec qui est hyper heureux, c'est pas un mec qui est rageux, c'est pas un mec qui est haineux. Donc le plaisir avant tout, qu'on soit bon, qu'on soit moins bon, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est se marrer. Donc nous, c'est ça qu'on vous vend. Et on vous vend du coup une palette énorme de jouets pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Moyenne des vents, 7-8 nœuds. Question, Lightwind donc. Gros foil, grosse portance, mais quelles sont les conséquences d'un foil trop grand sur le vol en wing? C'est assez simple, hein, c'est que ça avance pas. Donc voilà, on n'avance pas, on est collé, on pousse de l'eau, même avec une très grande aile Veloce, une Veloce XXL, c'est chaud de dépasser les 15 nœuds, quoi. En tirant comme un dingue, on va monter à 18 nœuds. Donc voilà, la limite, c'est ça. Après, Malo, il me disait l'autre jour, de toute façon, dans 6-8 nœuds, le truc, il est hyper simple. Lui, son aile préférée dans ce vent-là, c'est paradoxalement, c'est une aile fine, c'est la Veloce T la XLT. Donc celle-là. Parce qu'en fait, il me dit, de toute façon, à partir du moment où j'ai mis une traction dans la wing et que j'avais un peu de résistance, c'est pas juste la wing qui est venue à moi, c'est moi qui suis un petit peu allé sous la wing, j'arrive à mettre le foil, à lever le nez de la planche. À partir du moment où j'ai levé le nez de la planche, en pompant, de toute façon, je vais voler. Donc là, on est dans un programme... et voilà, il fait 65 kg, il est énervé, voilà. Tous les matins, à 6h du mat, il est à courir et à faire des pompes et des tractions. Je ne crois pas que ce soit le lot commun de tout le monde, mais quand on a ce niveau-là, on arrive à voler très 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 tôt avec des grandes ailes. Revers de la médaille, ça va pas très vite, c'est pas radical, mais quelque part, on est encore dans cette logique de plaisir. Si c'est le seul moyen de voler, voler. On s'en fout d'aller vite. Ce qu'il faut, c'est s'amuser. Donc s'il vous faut des grandes ailes pour voler dans 7-8 nœuds, il faut les prendre. Je pense en revanche que la majeure partie des pratiquants va avoir du mal à voler dans 7-8 nœuds. Ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est choper une rise à 10-12. Je suis en train de me mettre de la poussière partout. Ils vont pouvoir attraper une rise à 10-12. Pas que je masque trop ça non plus. Donc dans une rafale à 10-12 nœuds, vous allez décoller, et dans 6 nœuds, vous passerez. N'importe qui peut passer dans 6 nœuds. Ce qui est difficile, c'est de décoller dans 6 nœuds. Moi, dans 6 nœuds, c'est impossible de décoller en wing. Dans l'état actuel des choses, même avec une 9 mètres carrés, je décolle pas dans 6 nœuds. Je suis beaucoup trop lourd. 8 nœuds, 8 nœuds, je vais y arriver. 8 nœuds, je vais décoller en m'arrachant. Malo, dans 6 nœuds, il décolle. En s'arrachant, Beryl, dans 6 nœuds, il décolle. Mais c'est des mecs qui pompent comme des dingues. Ils ont des cuisses, c'est impressionnant. Et du cardio. Parce que la différence, c'est que moi, je vais être capable de pomper sur 20 mètres, et ils vont être capables de pomper jusqu'à temps que ça vole. Il n'y a pas de limite. Jusqu'à temps que ça vole, ils vont pomper. Donc est-ce que tout le monde a envie de faire ça? Je sais pas, je pense pas. Je sais même pas si c'est souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est que tout le monde s'amuse et chope une petite rafale, et puis ensuite trouve de quoi glisser. Et pour ça, il faut du gros matos. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il faut une super power, il faut des grandes ailes, faut pas faire semblant, il faut y aller. Ensuite, petit tuto stab, moi j'ai fait tout ce qu'il y a. On a fait le boulot, Valentin, qu'est-ce que t'en penses? T'as le droit de parler, hein. Tu peux prendre ma place si tu veux. Non? Allez, on a, sur les stabs, je pense qu'on a fait le tour. Valentin vous mettra ça en forme pour que vous ayez tous les éléments. Une astuce pour éviter que les vis des ailes ne se desserrent. On a déjà parlé du frein filet. C'est toujours le même problème, c'est quand vous avez quelque chose qui doit être démontable, forcément ça se dessert. Donc sur les boulons, la seule solution, c'est l'oxydation, l'usure ou le frein filet. En gros, c'est de mettre des saloperies dans le filetage pour pas que ça se desserre. Il y a aussi une question de longueur de vis. Il ne faut pas mettre les vis les plus courtes, il faut mettre les vis les plus longues possibles, parce que la longueur dans le filetage a une influence là-dessus sur la prise. Globalement, un point de loctite, une fois tous les mois,
ça laisse de la cochonnerie dans le filetage. Et quand vous revissez, même si vous vissez, dévissez, tout ce qui est dans le filetage va ralentir le dévissage. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Un truc qui est important quand vous vissez les ailes, quand vous la vissez, il faut les bouger un peu à chaque fois que vous avez serré une vis, vous bougez un petit peu pour que ça se cale bien, parce que sinon la vis, elle peut bouger un tout petit peu la wing d'un côté, enfin l'aile d'un côté. Et du coup, quand vous serrez les autres, si vous rééquilibrez pas tout ça, c'est pas bien serré finalement. Alors, choix de l'aile et du stab me paraît compliqué. Je souhaite décoller le plus tôt possible et donc partir sur une Rise en XXL. Ben, c'est un bon choix. J'attends une curve XLT et un stab Veloce 47, pareil, très bon choix. Veloce 47, ça décolle super tôt et ça va vite. Un Rise en 45 décollerait un chouille plus tôt, par contre il irait beaucoup moins vite, mais il serait plus facile. Est-il possible d'avoir les angles de calage des stabs? Bah non, non. Ensuite, un descriptif de l'usage des foils de kite en wing. Si on parle de foil de kite, comme on disait tout à l'heure, ça concerne 3 personnes dans le monde, quoi. Des foils comme ça, là, aller faire de la wing avec ça, ouais, bah Beryl, Malo, pas moi. Voilà. Enfin, moi, 40 nœuds en 7.5 Super Power, peut-être, éventuellement. J'ai même pas envie d'essayer. Non, c'est hyper exigeant. Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de portance. Donc voilà, c'est fait pour aller chercher de la perf max. Je vous conseille pas ça. Je vous conseille de rester sur des choses qui sont beaucoup plus rondes, beaucoup plus accessibles, où vous n'êtes pas obligé d'être complètement surtoilé pour naviguer. Après, celui qui cherche la perf, elle est là. La perf pure et dure, elle est là. Curve XLT, front wing, which size is equivalent in the fluid range? Bah, c'est pas si simple. Quelle est la taille équivalente d'une fluide avec une curve? Comme je vous le disais tout à l'heure, la fluide, elle est plus élancée, si elles sont là, elle est plus élancée que la curve. Elle est aussi plus maigre en épaisseur et elle a surtout ce petit concave, ce petit creux là, qui lui donne beaucoup de puissance. Donc finalement, une fluide plus petite va quasiment porter autant qu'une curve de la taille au-dessus. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, James, mais moi, je sais qu'en surf foil, en tracté, on atteint des vitesses qui sont assez importantes, puisqu'on est vite à 30 nœuds, 25-30 nœuds, quand on se lâche. J'aime bien la curve L, pour mes 100 kg, justement parce qu'elle va pas très vite. Ça va pas trop vite, je suis pas trop en avance par rapport à la vague. La fluide LS, elle me porte plus que la L, pas parce qu'elle porte plus, même si je vous ai montré ce creux, parce que la LS est plus petite que la curve, enfin la fluide LS est plus petite que la curve en L, mais plutôt parce qu'avec la fluide, du coup, comme je génère plus de vitesse, je génère plus de portance, je rencontre plus d'eau, du coup, l'eau me porte plus, donc, même avec un truc plus petit en fluide, je suis plus porté qu'avec une curve de taille supérieure. Donc voilà, pour comparer, j'aurais tendance à vous dire, si vous comparez les tailles d'une curve et d'une fluide, prenez la taille en dessous, donc la LS va être l'équivalent, voire un petit peu plus puissant qu'une L, la LS fluide va être un petit peu plus puissante que la L curve. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. C'est une question de vitesse moyenne, encore une fois. Plus vous générez de vitesse, plus vous générez de portance. Donc, voilà comment ça marche entre les fluides et les curves. Ensuite, un tableau avec d'un côté le poids du pilote, son niveau, la force du vent, et en face le volume du flotteur. Là, elle a choisi la vitesse à atteindre selon le foil pour espérer voler. Alors en fait, il faut casser toute cette logique-là. Là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus multifactoriel. Mais si on doit résumer, la vitesse, c'est quelque chose qui est assez abstrait. Ce n'est pas la vitesse, quand on parle de la vitesse à laquelle vole un foil, c'est pas ça.
pas son déplacement vu d'hélicoptère sur un plan d'eau. Oui, ça peut. Sauf qu'à partir du moment où vous pompez, c'est plus ça. À partir du moment où vous lui faites faire ça, à votre foil, quelle est sa vitesse comme ça, quand vous lui faites faire ça? Donc si je vous donne une vitesse, je vous dis, voilà, à 3, 4, 5, 6, 8 nœuds, ça vole. C'est à peu près les plages de tous ces foils-là. Bah, en fait, ça veut rien dire si je vous dis ça. Et si en plus je vous fais des tableaux en vous écrivant ça, bah, ça n'ira pas. Parce que vous allez pomper d'une manière différente de votre copain, vous allez mettre en plus de la vitesse plus ou moins d'énergie et venir appuyer sur votre foil, ressourcer votre foil de manière différente de votre copain. Donc tout ça, ça serait donner des chiffres qui ne sont pas faux. Alors on peut se dire, voilà, on donne des chiffres et ça donne des guides. Je suis pas trop fan de ça. Moi, j'ai toujours préféré garder les chiffres pour moi, dont c'est le métier, voilà, d'analyser des chiffres et de faire en sorte que tout ce qu'on vous propose fonctionne, et plutôt vous donner des sensations, des feelings, des programmes, et voilà, vous dire, vous avez envie de faire ça, c'est ça qu'il vous faut. Plutôt que vous dire, il faut telle taille, tel machin, tel truc, tel bidule. Moi, je passe ma vie à me prendre la tête avec ça. Je suis pas persuadé que ça passionne tout le monde, mis à part les concurrents qui ont envie de gagner du temps. Je n'ai pas envie de faire ça. Je pense qu'on ce serait vous emmener dans un chemin qui va vous faire des bêtises. Donc, la prio, c'est qu'est-ce que je veux faire, comment j'ai envie de le faire, quels sont les gens qui me font rêver, quelles sont les formes de pratique qui m'attirent. Pardon. Et à partir de ça, bah là, en lisant les fiches, vous arrivez à ressentir normalement ces choses-là si je les ai pas trop mal écrites. Et puis, si c'est pas clair, eh ben, vous venez poser des questions, on essaye d'y répondre, on passe énormément de temps à vous répondre. Enfin, moi, je passe 6 à 8 heures par jour à répondre à mes clients. Tout le monde me dit de pas le faire. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose chez tout le monde, tous les concurrents, mais moi, je fais ça parce que j'ai créé une marque de vente en direct pour être en relation avec mes clients, pour savoir ce qu'ils veulent et pour leur donner ce qu'ils veulent. Ça me bouffe énormément de temps. J'ai pas envie que ce temps ce soit une bataille de chiffres. Je pense pas que ce soit ça notre boulot. Notre boulot, c'est de faire en sorte que vous vous amusiez. Vous disiez, ah, ça j'ai super bien kiffé, ça me plaît moins, machin. Du feeling, quoi. De l'envie, du vécu. Voilà. Plutôt que du calcul. Je trouve que le calcul, c'est mon job à moi. Voilà. Je sais pas si ça plaît à tout le monde, ce genre de réponse, mais. Hein, Valentin, qu'est-ce que t'en penses? Ça mérite d'être tranché. Comprendre le choix par rapport au ratio volume-envergure des ailes avant stab. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de tout ça tout à l'heure en expliquant toute la gamme. Ensuite, petite synthèse. Fonction du poids de la personne, c'est pareil, on en a parlé tout de suite. Je pense, la remarque, souvent, c'est on peut s'y perdre dans la gamme. On va être clair, le but, c'est de s'y perdre. Si on reste dans la logique qui est celle de Gong, de vous dire, vous allez vous éclater 2 heures ce week-end avec le matos qu'on vend. Donc si vous avez 2 heures, si on repart sur la logique de Gong, qui est de dire vous avez 2 heures ce week-end pour vous éclater, moi je trouve ça important que vous vous y perdiez dans le matos. Pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Je trouve ça important de passer du temps à regarder ça marche mieux que ça fait plus ça me correspond, ça me correspond pas. Ouais, mais un tel à tel endroit, il a dit que c'était ça. Pour moi, ça fait partie de nos passions, ça fait partie de nos sports. Qu'on le veuille ou non, on est dans des sports mécaniques. Il y a bien que le body surf qui soit pas encore un sport très mécanique, mais le reste, c'est des sports mécaniques, c'est des sports d'écoulement, c'est des sports de glisse mécaniques. Donc, par les matos, se poser quelques questions, moi je trouve ça bien parce que ça nous éloigne de la consommation, j'allais dire bête et con, mais j'ai pas le droit de le dire. Je trouve ça bien que les gens soient obligés de se poser des questions parce que ça vous questionne sur votre pratique plus que sur notre matériel. Encore une fois, on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans une bataille de chiffres, on est dans une bataille de sensations. Les gens me demandent souvent, quand ils commencent par exemple à faire du surf, ils me disent voilà, qu'est-ce qu'il me faudrait comme planche entre la Batmob, la Sidoli. Je leur dis mais c'est hyper simple, quand vous regardez des vidéos, qu'est-ce qui vous fait triper? Je sais pas, qu'est-ce que vous trouvez joli? Des mecs qui font des gros turns, des mecs qui mettent du spread, des mecs qui, au contraire,
qui marchent élégamment sur une planche, qui profitent de la longueur d'une vague, qui au contraire vont venir tout péter sur 50 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Qu'est-ce qui vous fait rêver? C'est quoi le truc qui vous fait triper? Ok, la réponse suivante, c'est j'ai pas le niveau de ces gens-là. Mais très bien, mais de quoi vous avez envie? C'est ça qu'il faut capturer. Il faut essayer de choper en vous, voilà, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait marrer, vers quoi j'ai envie d'aller. Vous y allez pas, vous allez au bout, vous allez à la moitié, au milieu, on s'en fout. L'important, c'est dans quel sens vous voulez aller. Puis peut-être qu'après, vous voudrez changer de sens. Vous voudrez un peu par là, essayer ci, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai un pote qui fait ça. Je veux pas que ce soit des batailles de chiffres. Moi, je veux pas que ce soit de la consommation millimétrée de matériel, même si c'est un sport mécanique. Je veux que ça reste, enfin, de mon point de vue, hein, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien quand ça reste des discussions de plage sympas, où ça fait bien ça c'est cool, là-dedans je me sens un petit peu bloqué, il me faudrait un truc qui snap un peu plus, voilà, ça c'est sympa. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais je me permets de faire le tour de 2-3 trucs qu'on me demande régulièrement. Le meilleur setup actuel pour dog starter débrouillé en fonction du poids. Alors, en fonction du poids ou pas du poids, globalement, je vais vous dire moi ce que préfèrent Beryl et Malo. Ce qu'ils préfèrent, c'est clairement fluide en grande taille. Voilà, il n'y a pas match. Veloce, c'est perf, mais il y a un taux d'erreur. Et taux d'erreur, quand tu as tout le monde qui regarde, c'est moins drôle. Alors si tu fais tes dog start dans un coin où t'es tranquille, il n'y a que les ragondins qui peuvent te regarder, pas de problème pour la Veloce. Mais il faut savoir qu'il y en a au moins un sur deux qui sera raté. Avec la fluide, tu es quasiment à 100%, que ce soit des beach start ou des dog start, tu es quasiment à 100% de réussite. Donc c'est plus gratifiant, ça va pas beaucoup moins vite, c'est tout aussi rigolo. Les gars, ils tiennent un quart d'heure en l'air en faisant des beach start avec 3 vagues qui font ça de haut, qui frisent à peine. Donc ça marche, clairement ça marche. Oui, ça marche mieux que les curves XXL et XLT. Clairement, fluide, on a plus de glisse, et encore une fois, le fait que la cambrure soit proche de zéro, c'est-à-dire qu'on a des ailes qui sont plates, eh bien, on a quelque chose qui est beaucoup plus net, beaucoup plus franc. On voit bien, Malo, il s'amuse souvent à mettre des gros turns en dog start, à faire vraiment sortir, il fait sortir quasiment la moitié de l'aile, et il raccroche, et il retouche pas l'eau, et il continue. C'est plus compliqué avec une curve, c'est clair, puisqu'on aura cette pointe qui va nous tirer vers le fond de l'eau, là. Ensuite, à quelle vitesse de déplacement par rapport au fluido, quelle est la Vmax? J'aime pas trop rentrer dans les chiffres, je l'ai dit, parce que ça sert pas à grand chose. Les Vmax, c'est le bonhomme. La Vmax, c'est le bonhomme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, une rise, je peux la monter à 35 nœuds sans aucun problème. Il suffit juste d'un jet, et à partir de 20 nœuds, je la sors de l'eau, et après, je ricoche. Et à 35 nœuds, ça marche, aucun souci. Donc ça veut rien dire en fait. Les 6 histoires de Vmax et tout ça, je peux vous donner des indications, mais je pense pas que ça nous avance beaucoup. Les impacts flaviens, si on mélange front wing et stab de différentes gammes, parce que je disais tout à l'heure, hein, soit en prenant les mêmes, une fluide avec un stab fluide, on va aller dans le même sens, on va avoir quelque chose qui va être très très facile à basculer d'un rail à l'autre, qui va se laisser glisser, qui va être très discret dans le pilotage, beaucoup moins de retour que sur une Veloce où on est sur un truc qui est beaucoup plus hargneux, qui vole plus dedans, qui vous en met plus dans les jambes, ou sur une crossover qui est hyper douce et qui porte, et même si vous vous arrêtez, ça continue à voler. C'est bluffant. Du coup, si vous mélangez tout ça, vous obtenez les caractéristiques de l'aile avant qui sont soit gommées, soit bridé, soit boosté par le stab en fonction de son programme, s'il va dans le sens de l'aile avant, ou s'il est un petit peu antinomique avec ce programme de l'aile avant. C'est clairement l'aile avant qui définit le programme, c'est pas le stab. Mais on peut détester des sessions avec un stab qui nous va pas. Ça, c'est tout à fait possible. Et pourtant, à l'œil, il faut un œil expert pour faire des différences. Mais je peux vous garantir qu'il y a des sessions qui sont détestables juste à cause d'un stab. Donc il faut bien voir si vous voulez... quand vous commencez par choisir une aile avant, vous connaissez votre programme, vous savez ce que vous voulez, bim, vous tombez sur l'aile avant qu'il vous faut. Et à partir de là, vous vous dites, ok, ce programme-là, j'en veux plus ou j'en veux moins. Je veux aller dans son sens ou je veux un petit peu le brider, je veux un peu le freiner, je veux un peu en rajouter,
Et à partir de là, vous piochez dans les stabs qui vous plaisent. Les stabs, on les vend pas cher, ça se revend hyper facilement. Franchement, je pense que c'est pas de l'argent mal placé, entre guillemets. On vole personne, hein. Avec tout ça, je pense que clairement on vole personne. Et que les échanges sont faciles. Ensuite, tuto stab, c'est fait. François. Pourquoi certains foils sifflent plus que d'autres? Alors ça, c'est un des grands trucs du foil. Première raison, parce qu'ils ne sont pas affûtés. Première raison. Un foil qui n'est pas affûté, que ce soit la base du mât, le haut du mât, on s'en fout. Mais de toute façon, on ne va jamais mettre les pieds là-haut. La base du mât, si elle n'est pas affûtée, ça peut siffler, parce qu'il y a une petite perturbation qui se crée, une vibration qui se crée, qui résonne dans le mât bien souvent. Et le mât fait amplificateur. C'est très vrai sur les mâts en aluminium qui font caisse de résonance là-dedans. Est-ce qu'il faut affûter les foils? Je vous ai déjà dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout fan de cette histoire. Chacun son délire. Une chose est certaine, c'est que si vous volez en dehors du programme d'un foil, c'est-à-dire qu'un foil qui est fait pour aller très vite, si vous volez pas vite avec, vous allez voler cabré. Vous voyez sur un avion, c'est fréquent, vous allez voler cabré, le foil va avoir tendance à s'enfoncer. Vous vous doutez bien que si, déjà, dans l'axe, les perturbations qui se font derrière créent une vibration qui crée du bruit, si vous mettez le foil comme ça, et que vous naviguez comme ça toute l'après-midi, d'accord? Ça va voler. Vous en rendez souvent pas compte. Mais si vous demandez à quelqu'un, lui va pouvoir vous le dire. Quelqu'un d'extérieur va le regarder et il va vous le dire. Là, vous imaginez la quantité de perturbations que vous engendrez derrière le profil si vous avancez comme ça. Enfin, si je pousse de l'eau comme ça ou si je pousse de l'eau comme ça, vous voyez qu'il y a une différence quand même qui est assez conséquente. Et souvent, en fait, les gens qui se plaignent du bruit, et même des gens qui ont un bon niveau, hein, on en voit qui naviguent avec de l'angle. Donc, c'est une répartition des appuis. À un moment, il faut laisser le foil aller de l'avant, il faut le replonger et continuer à le faire glisser pour effacer ces bruits. Tous les foils font du bruit, c'est qu'une question de vitesse. Voilà, affûté, pas affûté, à un moment, ça fait du bruit. Si on les affûte pas, ça fait du bruit bien plus tôt. Moi, je refuse d'affûter les foils. Le seul qui est affûté, c'est le foil de kite. Parce qu'on veut aller à 30 nœuds et plus, et qu'on n'a pas le choix. Voilà. Mais pour le reste, je vous laisse prendre vos décisions. Moi, je n'encourage pas ça. Concernant quel profil aile sera le mieux pour laisser les pointes de l'aile sortir dans les virages sans décrocher et prendre une sacrée boîte? Alors, tout simplement la fluide. C'est pas une histoire de profil. Le profil va générer la qualité de l'accroche, la force de l'accroche, la force de la portance, la capacité à aller vers l'avant. Ok. C'est pas une question de profil. Le profil va laisser la place, là, sur cette histoire, à la cambrure. Quand j'ai un foil, je l'ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai une aile avant qui a, comme celle-là, la fluide, pas de cambrure, quand je sors de l'eau, je suis dans quelque chose d'assez neutre, j'ai pas de mouvement comme ça. J'ai juste une perte de portance ici, donc ça tend à me le remettre à plat, et du coup ça tend à me le faire raccrocher, donc c'est finalement très naturel. T'as fait une vidéo aujourd'hui, Valentin, on voit Malo faire ça quand je suis en kite en train de le filmer. Je vous invite à la regarder. Et celle-ci, qui a une cambrure qui évite que la pointe sorte de l'eau plus tôt que celle-là, du coup, quand vous sortez de l'eau, la pointe qui est là, elle vous tire un petit peu vers le bas. Et du coup, elle crée un petit mouvement parasite qui retarde la remise à plat et le raccrochage. Donc, pour répondre à ta question, Hendrik, je te recommande de prendre une aile qui a le moins de cambrure possible et, si possible, un petit peu d'épaisseur pour raccrocher assez rapidement. Donc, plutôt une fluide qu'une Veloce, mais ça va se jouer entre fluide et Veloce T. Et l'importance, dernière question. Ah non, il y en a d'autres. Je lis en même temps les questions. Hein. L'importance du choix du stab, je pense avoir répondu à ces questions. Ensuite, quel est mon setup pour le Lightwind Team? Le mien, il est un peu particulier parce que je fais 100 kg, mais j'ai la chance d'avoir plutôt pas mal de glisse, donc j'utilise jamais de grande aile en fait. Je les utilise pour les tester, mais je les utilise pas à titre personnel pour m'amuser.
Ma plus grande aile, c'est une LT curve. C'est mon aile la plus puissante. On parle de wing, hein. C'est une LT curve, voilà, avec un stab actuellement fluide en taille L. Celui... Non, en XL, pardon. En 46, un fluide 46 pour 100 kg. Et ensuite, les wings, une wing bien blindée, une planche qui fait donc plutôt une super power ou une pulse. La plus marche hyper bien dans le light wind. C'est vraiment une aile qui est très 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 raide, qui est très efficace dans le light wind. Moi, je l'aime beaucoup en 7 mètres dans 15 nœuds. C'est une machine. Ça marche vraiment bien. Pour aller vite au vent de travers, c'est franchement très très impressionnant. Et puis ensuite, des bouts de harnais, et ainsi de suite, même dans le light wind, parce que vous verrez, quand vous aurez fait 1 km à bout de bras au bout d'une 9 mètres carrés, vous irez vite chercher un harnais. Mais bon, après, marketing parlant, ça se fait pas de dire qu'on met un harnais. Tu m'entends toujours, j'ai tapé dans le micro. Ensuite, quel foil me donne le plus de performance pour 95 kg? J'aimerais avoir 2 front wing, une large fluide. C'est un peu petit, une large fluide. Il faut déjà avoir un bon niveau. Et dans le vent fort, moi je pense que large fluide pour 95 kg, c'est déjà ambitieux. C'est déjà bien énervé. Donc j'aurais tendance à la compenser, pardon, à en mettre une en plus, je ne sais même plus comment on dit, à la compléter, voilà, avec plutôt une XL d'autre chose. Une XLT Veloce, par exemple, en termes de performance dans le light, pour un 95 kg, c'est top. Ça, c'est vraiment canon. Et puis après, effectivement, on prend une fluide pour le vent plus fort, parce que dans le vent plus fort, il y a des vagues, parce qu'on est plus orienté sur des manœuvres. Ça me paraît pas mal. Peut-on mettre un stab Veloce avec un curve et le rôle du stab? Oui, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. Hein. Je pense qu'on a fait le tour, Valentin. Bon courage, Valentin. Bon courage à ceux qui veulent écouter la vidéo. J'aurais dû vous le dire au début, pas à la fin. Merci pour toutes vos questions. Et puis, à bientôt. Si vous avez d'autres questions sur les planches, on se refera un truc comme ça. Sur tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de souci à expliquer ce que je fabrique. Merci. Ciao.